travaux de notre matinée si intense avec une deuxième présentation présentée par Son Excellence Monseigneur Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, qui a comme titre La mise en valeur du patrimoine culturel des communautés de vie consacrées. Monseigneur Azevedo est le délégué pontifical du Conseil de la culture. Cette fois aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails de son Excellence que vous pouvez lire dans votre dossier. Je lui passe la parole. Merci. En plus de président du comité de promotion du congrès, j'ai dû aussi présenter une relation. Je dis déjà aux interprètes que je ne vais pas présenter la première page de ma relation. La valorisation culturelle actuelle de la production de connaissances est une priorité, un véritable axe dans les institutions locales et universitaires. Il existe aujourd'hui un dynamisme fécond en matière de recherche et de production de connaissances. De nouvelles voies se sont ouvertes par le croisement des compétences et des contacts. Investir davantage dans le domaine du patrimoine religieux aura pour effet de renouveler l'histoire du fait monastique et congrégationnel. J'ai choisi de présenter seulement quelques points du paragraphe d'introduction. Et je considère par exemple la mise en valeur du patrimoine comme une découverte de la vitalité spirituelle. Et puis je continue avec la caractérisation de différentes lignes. L'espace, en développant le rapport entre architecture et les sites de vie communautaire, connaître la vie quotidienne à travers le patrimoine mobile, valorisation de la mémoire visible d'un charisme pour la muséalisation, les archives comme instrument pour la fidélité à un charisme, matériel libraire comme signe de sagesse, vie pastorale et spirituelle, et valorisation du dialogue interculturel dans la mission évangélisatrice et la valorisation du patrimoine de genre féminin. Valoriser le patrimoine signifie découvrir la vitalité spirituelle. Le patrimoine culturel témoigne de la spiritualité de chaque institut de vie apostolique. L'autocompréhension et la réinterprétation de ce patrimoine doivent participer de la vitalité intérieure et spirituelle. Le charisme est le véritable patrimoine à sauvegarder. Dans les communautés religieuses, c'est le patrimoine immatériel qui éclaire la matière. Il existe un ensemble de traditions liturgiques, rituelles, récréatives, capables de conférer des valeurs et des significations aux objets, ainsi que de les améliorer et d'en créer de nouveaux. Les biens culturels témoignent de la vitalité et de l'expérience liturgique, spirituelle et dévotionnelle des instituts et des sociétés apostoliques. Les expressions artistiques et documentaires de cette expérience spirituelle sont évidentes. Leur lecture doit être accompagnée de la connaissance du charisme qui rayonnait dans les formes visibles de la culture et de l'art, contaminé par une intense spiritualité.
La vie de chaque communauté, dans une fidélité substantielle au projet original, a su s'adapter à la grammaire des différentes époques et géographies dans lesquelles elle se trouvait, que ce soit dans les centres urbains ou dans la solitude cloîtrée des zones rurales ou montagneuses. Le renoncement à l'esprit du monde, le détachement des biens symbolisés dans le cloître comme une pose, s'exprime dans la simplicité des meubles et des ustensiles et la rudesse des vêtements et des tissus. Les exceptions sont le mobilier et les instruments liturgiques, et les instruments précieux comme les rétables, les fresques, les images. Surtout après le Concile de Trente, la splendeur du culte a contaminé toutes les églises par imitation et parfois par concurrence, surtout dans les zones urbaines. Les festivités ont bénéficié de vêtements et de bijoux raffinés, notamment de reliquaires précieux. L'entrée dans les ordres de personnes de la haute société, noblesse ou bourgeoisie, apportait des biens de qualité artistique et les familles amies offraient des tableaux et des meubles de valeur, un signe de gratitude. Deuxième point, la relation entre architecture et mode de vie communautaire. Les bâtiments, c'est-à-dire les monastères, les couvents ou les maisons elles-mêmes, doivent être considérés comme des éléments qui témoignent à l'échelle du paysage de formes et de modes de vie, interprétant à travers l'espace le charisme et la règle. Ils constituent souvent des atouts importants dans le paysage, tant par leur échelle que par leur représentation historique et culturelle. D'un point de vue social, ces communautés sont dans la plupart des cas au centre de relations sédimentées qui font des monastères ou des couvents des points de condensation et des moteurs d'appartenance territoriale. Il n'est pas rare qu'une gestion incertaine et opaque où l'aliénation de biens provoque une réaction de la part des habitants de la communauté locale, étant donné l'affection populaire et la relation tissée avec les lieux est très étroite. Une implication préalable des communautés dans les décisions à prendre est très appropriée. La capillarité significative de la présence de monastères, couvents et de maisons sur un territoire donné établit un service culturel et pédagogique qui témoigne des caractéristiques artistiques et crée un patrimoine marqué par la diversité régionale en créant une empathie avec la population, en promouvant des groupes, des confréries, des associations unies par des liens pertinents et la cohésion. La relation avec les organismes civils et d'État devient parfois un moyen fondamental pour la durabilité d'un projet. Tant les locaux monastiques ou conventuels que l'ensemble des biens absorbent et gardent le récit fondateur de la communauté en contribuant à promouvoir une identité profonde entre les habitants et l'espace qu'ils partagent. L'expérience des journées est guidée par le rite liturgique et renforce l'appartenance au monastère en tant que cosmos particulier. Le temps y est perçu comme une préparation à l'éternité et un dialogue permanent avec les lieux géographiques spécifiques, en donnant une configuration aux objets et aux espaces concrets. Les enclos des communautés de vie consacrées constituent et conservent des appareils symboliques unitaires et convergents. La dispersion de cette symphonie d'éléments compromet sérieusement le discours symbolique.
au point de le rendre méconnaissable ou réduit à des fragments incapables de soutenir un récit unitaire. Il ne faut pas oublier la valorisation des espaces, même lorsque les premiers habitants quittent les lieux. En fait, de nombreux ordres avec leur propre canon esthétique. Ainsi, l'esthétique cistercienne, qui a recherché dès le départ la pauvreté absolue, sans afficher de richesse. Et c'est l'antithèse de l'ordre de Cluny, dont les bâtiments étaient grandioses. Les cléristes ont également fait l'objet d'études spécifiques pour identifier leur canon architectural. Les jésuites ont fait de même avec des églises et des maisons organisées de la même manière dans le monde entier. Le programme décoratif et iconographique d'un monastère ou couvent franciscain, carmélite, dominicain ou augustinien révèle des spécificités. La nécessité d'une approche transversale, intégrale et numérique du patrimoine. Les meilleurs projets de valorisation sont ceux qui intègrent, comme on l'a déjà entendu, les archives, les bibliothèques et les musées à l'intérieur des espaces monastiques d'origine. L'interaction entre la bibliothèque, les archives et le musée peut offrir à l'histoire de la communauté une image réaliste qui unit des informations complémentaires essentielles avec une compréhension complète de l'évolution des communautés. Cette coopération systémique va offrir à l'Église ou à la société la virtualité d'écosystèmes culturels qui ont existé dans le passé et qui sont toujours vivants. La méthodologie numérique est appliquée à l'intégration de différents biens culturels. La description numérique devient une aide rapide et efficace dans plusieurs projets en cours, comme on a écouté avant. L'ouverture en ligne de matériel intéressant est un service de partage de biens qui a une valeur évangélique. De cette manière, le patrimoine religieux est assuré d'un sens et d'un avenir. L'utilisation de nouvelles technologies favorise l'accessibilité intégrale des collections et permet la diversification des modes d'utilisation du patrimoine. Aujourd'hui, de nouvelles stratégies de coopération avec les autorités locales sont ouvertes avec la création de systèmes de valorisation avec des méthodes de réalisation transmédia au profit non seulement du tourisme lié au patrimoine culturel, mais aussi en tant qu'attraction naturaliste, expérientielle et culturelle. Les ordres religieux ont ici une opportunité unique car ils unissent la dimension du paysage avec une expérience et une intégration du patrimoine matériel et immatériel. La complexité culturelle implique l'histoire de l'art, l'histoire de l'artisanat, l'histoire de l'alimentation, l'histoire de la spiritualité, de la philosophie et de la théologie. Et maintenant, je vais procéder par division de domaines, juste pour l'avantage évident de connaître la méthodologie pour chaque entité. Patrimoine mobilier, musée, archives et bibliothèque. Premier point. Connaître la vie quotidienne grâce au patrimoine mobilier. L'intérêt de l'histoire culturelle dans la vie quotidienne
Cet intérêt trouve dans la connaissance du patrimoine mobilier une source très intéressante à exploiter. La définition du patrimoine mobilier des communautés religieuses structure le travail de réflexion du chercheur dans le cadre de l'étude du fait monastique ou régulier. La caractérisation des types d'objets conservés dans les communautés religieuses démontre la variété et l'unicité de la vie communautaire. En effet, le patrimoine mobile comprend non seulement ce qui est étroitement lié au culte, des autels, les vases liturgiques, des vêtements liturgiques, mais aussi les livres, les reliquaires, les orgues, les harmoniums, les confessionnaux, les chaises, les buffets, ainsi que images, peintures et tapisseries. Ce patrimoine s'étend aux instruments de musique, aux vêtements, aux objets d'usage quotidien, aux pharmacies, à l'agriculture, à la cuisine, à la broderie, notamment dans les couvents des femmes. Les biens mobiliers, comme les lits, les tables, les chaises, les agenouillards, les tableaux, les images de dévotion, les crucifix, les bénitiers, peuvent avoir peu de valeur patrimoniale, mais ils illustrent la composition d'une cellule et le respect du vœu de pauvreté. On peut en dire autant des lieux de vie commune de la maison religieuse, la salle capitulaire, la salle commune, le réfectoire, avec leurs meubles et objets. Pour ceux qui habitent ces lieux, ils revêtent un statut symbolique particulièrement significatif. La conservation de ces ustensiles de la vie quotidienne et de la décoration de la maison, une fois collectés ou laissés sur place, constitue un contexte didactique qui aide tant les jeunes religieux que les visiteurs à retracer l'histoire d'une famille religieuse à travers les signes de leur expérience concrète. Par exemple, un visiteur d'un couvent de la Visitation décrit les éléments dévotionnels de la chambre à coucher, un crucifix, 5 ou 6 images dévotionnelles que la fondatrice appelait les bons amis, ces images. Saint François de Sales, bien entendu, et un ange gardien au-dessus de la porte. Dans les couloirs, les murs étaient décorés de phrases et d'images, généralement de gravures. Un élément à valoriser aujourd'hui pour le futur, ce sont les photos. Donc, il faut valoriser cet élément et surtout, je voudrais appeler votre attention sur les enregistrements des faits et des faits fondamentaux pour connaître les chiffres, les faits d'une maison religieuse. L'enregistrement photographique ou vidéo des éléments d'une maison avant son aliénation ou l'abandon de sa vocation première permet une reconstruction plus proche de la réalité. Les coutumes religieuses, les festivals, la musique et tout ce qui constitue aujourd'hui le patrimoine immatériel fait partie de ce patrimoine. Les moments d'attention et d'investissement particuliers ont été les béatifications des fondateurs. Là, on a légitimé des dispositifs extérieurs, éphémères ou permanents, des riches bijoux. Les fêtes des 100 fondateurs étaient des événements qui produisaient de nouveaux biens artistiques. Valoriser la mémoire visible d'un charisme dans les musées. La manière la plus habituelle de valoriser le patrimoine culturel mobile était d'utiliser le musée.
La muséologie, a eu une grande évolution. Elle permet de rendre les biens culturels une réserve visible et une mémoire de charisme mis au service de la société. Pour certains monastères ou abbayes, couvents, maisons religieuses, on peut penser à une présentation historique de la maison ou de la vie de la congrégation de façon durable. D'autre part, les expositions temporaires peuvent explorer ces collections patrimoniales et les faire revivre. Aujourd'hui, se développent les expositions numériques virtuelles et les visites virtuelles aussi. Nous savons que l'objet d'art d'une communauté religieuse hors contexte est comme un vase grec dans une vitrine privée ou chez un antiquaire. La traçabilité est au cœur de la préservation et de l'avenir de ce patrimoine. D'une part, l'augmentation de l'analphabétisme symbolique de la religion de la part des visiteurs sert pour développer un programme de réponse à cet analphabétisme en rendant compréhensible l'art chrétien, le processus du pluralisme culturel et social, tout ça pour rendre accessible aux visiteurs des musées et des expositions. Une autre forme de valorisation se fera à travers des protocoles avec des musées, des services de conservation et de restauration, le monde académique, les sociétés culturelles ou des fondations. Le dialogue interinstitutionnel avec différents organismes publics et privés va alimenter un projet culturel. Le musée devient ainsi un espace de dialogue entre l'ordre religieux et la société sur le plan artistique, historique et spirituel. Le modèle de gestion des parcs culturels gagne la place ecclésiastique dans le développement des réseaux territoriaux de coopération et l'exploitation intégrée du patrimoine. Point numéro 3. Les archives comme outil pour l'identité et la fidélité d'un charisme. Le matériel d'archives documente l'histoire et constitue le fil rouge qui nous permet de suivre la vie concrète de la communauté, de la famille religieuse, leur croissance et leur crise, leur expansion et leur contraction géographique dues à des facteurs internes ou externes. Et ces fonds documentaires gardés dans les archives d'État aussi, ou dans les maisons généralistes ou dans chaque communauté, se prêtent de multiples analyses, de la paléographie aux statistiques, de la sociologie à l'économie, de la démographie aux sciences de la communication. Les archives éclaire l'histoire non seulement de l'Institut, mais aussi des objets d'art et de la localité dans laquelle il se trouve. Les ordres monastiques ont été des véritables centres d'irradiation culturelle et de conservation des codes, avec de longues heures passées dans les scriptoria, tandis que les plus récents sont caractérisés par l'activité apostolique, un contact direct avec les gens, avec leurs besoins humains, spirituels, attentifs à ceux qui sont les plus négligés par les services publics. Les ordres mendiants et ceux qui sont nés dans les années 1500, surtout les clercs réguliers, se situent au milieu parce qu'ils valorisent leur passé en confluence avec une intense activité apostolique. Un professeur de la grégorienne disait « Les jésuites peuvent se considérer le dernier ordre mendiant ». Il ajoutait « Et ils ont su mendier ».
L'histoire de l'éducation demande la consultation des archives des ordres religieux. L'expérience de la Salien pour l'étude des matériels didactiques est exemplaire. Le futur du patrimoine archiviste de certaines communautés religieuses est en danger. Il est important de rappeler l'attention sur la spécificité de fonds, sur l'intérêt de l'historien pour certains fonds comme les bulletins intérieurs. Le patrimoine artistique des ordres religieux reste difficile à identifier et reconstruire. Les archives ont la marque du lieu de la congrégation de laquelle ils viennent, même si ces biens se trouvent dans les greniers ou dans le marché des livres. Ce sont les archives, parfois avec la tradition locale, qui permettent de remplir des lacunes sur des objets d'or, sur des retables, des meubles dispersés, des données importantes, des meubles donnés à un musée ou à l'église limitrophe. Dans le cas de la fermeture des maisons des communautés religieuses, leurs archives ont un poids symbolique évident. Ils sont transportés vers d'autres fonds si la congrégation a une concentration confédérale ou déposée dans des archives diocésaines ou même publiques pour assurer leur conservation. Point 4. Le matériel livresque. Signe de sagesse, de service pastoral et de vie spirituelle. Les livres reflètent profondément le rôle religieux et culturel des familles religieuses. Des codes médiévaux aux publications imprimées les plus récentes, des notes d'école aux collections épistolaires, des volumes manuscrits aux réflexions profondes dans les différents domaines de la recherche théologique et scientifique, des dessins et des plans d'architecture, des partitions de musique composées pour des instruments, des grands chœurs ou pour un public populaire. C'est une œuvre patiente et séculaire qui élabore la science humaine en la transformant en sagesse des choses de Dieu, en une profession de foi illustrée par des spéculations intellectuelles et chantée par une musique sacrée. Les bibliothèques recèlent des trésors d'expériences vécues, communiquées par la parole écrite. Les bibliothèques des congrégations avaient des buts très différents. Ils étaient des centres de spiritualité et de vie religieuse, mais aussi des centres d'accumulation et de préservation de connaissances anciennes et grands dépositaires du savoir de chaque époque. Ils étaient des pôles de vastes mouvements pédagogiques, des lieux d'études et de réflexion, des centres d'irradiation de la connaissance. Elles sont pendant des siècles des témoins éminents du rôle de l'Église catholique en tant que force culturelle en Europe. 4. Valorisation du dialogue interculturel dans la mission d'évangélisation. L'engagement dans la mission évangélisatrice a conduit les communautés religieuses à dialoguer avec les cultures et les peuples et s'est révélé capable de reconfigurer les expressions et de s'adapter à la nature des peuples dans lesquels elles sont établies. On pense aux conséquences en termes de patrimoine, de la présence en terre de mission à l'étranger. Les objets des pays de mission entrent dans les collections privées des communautés. C'est là une relation profonde pour l'historien. La tendance actuelle en matière de culture considère parfois la rencontre entre les missionnaires évangélisateurs et les populations des terres de mission en termes de colonisation.
mûrissant plutôt la rencontre pacifique et constructive qui, dans de nombreux cas, a eu lieu entre des différentes cultures. Les maisons de religieux et religieuses ont recueilli d'innombrables témoignages de la foi vécue dans une dimension interculturelle. Et ce patrimoine a parfois été l'objet de systématisation, placé dans les musées qui élargissent l'horizon des visiteurs et les rend conscients de la diversité des expressions d'une foi unique. Pour terminer, la valorisation du patrimoine des femmes. Au cours des dernières décennies, la recherche d'éléments permettant de comprendre le genre féminin a gagné terrain. Les communautés contemplatives féminines ont une caractéristique particulière car elles créent un patrimoine féminin. Il suffit de relire l'art du textile, La religiosité féminine trouve dans les objets et les espaces, dans la culture matérielle et immatérielle des communautés, un élément fondamental d'étude, une source précieuse. Les archives et les bibliothèques des communautés conservent des textes étudiés, des écrits spirituels, des livres de dévotion annotés par des femmes. Parce qu'on commençait à préparer des partitions pour les voix féminines, pour le chant liturgique. Dans les maisons féminines, les ex-voto fabriqués à partir de matériaux contemporains se multiplient. Ils manifestent le rôle des couvents en tant que centre de dévotion urbaine. Les religieuses consacrent du temps à la couture, à la broderie, à la cuisine. Et une partie de la production est vendue, mais une partie reste à l'intérieur. Et étant donné que ce qui compte n'est pas le taux de productivité, mais la qualité, ces confections sont raffinées, parfois résultat d'années de travail, de dévotion unie à la prière. Et nous allons vers la conclusion. Sans connaître cet héritage, nous ne pouvons pas approfondir la vie des instituts lus dans le contexte global de l'histoire de l'Église. Le lien entre l'histoire des objets, des personnes et de la vie des monastères et des couvents sera une base de données essentielle. Les idées sont claires. Ce qui manque, c'est la volonté politique de définir les objectifs et les moyens, de susciter l'intérêt et d'évaluer le succès des décisions prises. Cette conférence sera une contribution précieuse à la réappropriation de la mémoire en identifiant les expressions culturelles des charismes fondateurs et en encourageant un projet de mise en valeur du patrimoine, une relecture du patrimoine dans une clé testimoniale. La muséographie, la conservation archivistique et bibliographique ne dominent pas le mystère, mais ils sont au service de la visibilité du spirituel, des expériences ecclésiales qui témoignent d'une humanité créative. Merci.